J'ai commencé le travail du sable depuis 83-84 jusqu'à présent. Je vendais seulement les cigarettes, mais c'est mon père qui m'a dit de venir travailler pour ne pas te balader partout que je viens de travailler ici. J'ai fait appel à mes petits frères, à mes cadets qui ont laissé l'école de venir aussi me suivre. Yomba André est le doyen des chercheurs de sable dans le fleuve Ubangui au quartier d'Ameka de Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Ces jeunes Langbachi n'ont que cette activité de recherche et de vente de sable pour survivre. L'exploitation du sable donc au niveau du fleuve Ubangui, c'est un moyen pour la jeunesse et pour la population riveraine, et depuis de génération en génération, pour permettre à cette population-là de faire vivre donc beaucoup de foyers. Le pays a connu beaucoup de difficultés. C'est lié donc à la crise militaro-politique que le pays a connue. Et donc ces jeunes, au lieu de s'engager dans des activités qui peuvent donc compromettre leur avenir, ou bien qui peuvent donc compromettre l'avenir de la République centrafricaine, s'orientent vers ces activités-là, et les revenus issus de l'exploitation de ces sables permettent à cette jeunesse-là de s'occuper de certaines de leurs préoccupations, de nourrir leur famille, d'envoyer leurs enfants à l'école, et bien d'autres se faire soigner, et tout cela contribue donc à l'épanouissement de la République centrafricaine. C'est une chaîne parce que depuis le plongeur jusqu'au transporteur, pour amener donc sur le tas jusqu'au vendeur, vous allez retrouver une chaîne. Il y a des démarcheurs, vous allez retrouver aussi les transporteurs qui amènent sur les sites ou sur les chantiers de construction, et bien d'autres activités qui sont donc assujetties à cela. Et vous allez trouver donc un nombre important donc de personnes qui trouvent donc leur vie au quotidien autour de l'exploitation de ce sable-là. La récolte de sable n'est pas chose facile pour ces jeunes gens qui manquent d'équipement adéquat pour ce travail. Chaque jour, ils plongent en apnée plusieurs fois au fond de l'Ubangui à la recherche du sable fin et de gravier. Pour aller prendre ça, il fallait prendre une pirogue avec une bloc moteur qui est très lourd. On prend ça, on attache avec une corde. Ça devient comme un encre. Quand on met dans l'eau, la pirogue ne peut pas bouger. Bon, la personne plonge dans l'eau avec une seau. Quand on a mis la corde encore à côté du seau, il prend la sable. Moi qui suis dans la pirogue là, je commence à tirer. Si je tire, je verse dans la pirogue. Petit à petit comme ça, jusqu'à ce que la pirogue soit pleine, on revient. Je fais ça parce que il n'y a pas de travail pour chercher quelque chose à manger. L'enfant de ma mère. Tu n'as pas de problème de santé, tout ça? Non, il y a des santé toujours. Pour préserver l'environnement et l'écosystème du fleuve, l'extraction se fait dans un endroit bien précis. La recherche de la pistance journalière prend très souvent le dessus sur la préservation de l'environnement. S'il s'agit d'aller prendre du sable, gros sable, on y va à la place du sable, du gros sable pour prendre. S'il s'agit de prendre du gravier, on va à la place du gravier. S'il s'agit de prendre le gravier lavé, on va à la place du gravier lavé aussi. S'il s'agit de prendre du petit gravier, on va à la place pour le chercher. On sait là où il y a le gravier, là où il y a le petit gravier, là où il y a le sable, là où il y a le sable fin. Ce qui concerne l'écologie en République centrafricaine, on va retrouver donc les écosystèmes naturels et les écosystèmes modifiés par les activités de l'homme et les écosystèmes urbains. En ce qui concerne le fleuve Ubangui, c'est un écosystème aquatique qui longe la frontière avec la République démocratique du Congo. Et donc, il y a beaucoup d'activités qui s'effectuent donc en amont. Il y a des villes qui sont installées donc au bord du fleuve Ubangui. Et donc, l'exploitation du fleuve se fait au quotidien et ça constitue donc la survie pour la population riveraine en général. Nous, au niveau du ministère de l'Environnement, en ce qui concerne
les conséquences sur les écosystèmes aquatiques, nous constatons que l'ensablement du fleuve dans ces derniers temps, lié aux activités anthropiques au bord du fleuve, l'ensablement est devenu intensif. Et cette exploitation par la population riveraine, par les jeunes, est un moyen de désensabler donc le cours d'eau. L'extraction du sable ne se fait pas à grande échelle, c'est-à-dire avec des moyens modernes, ça se fait avec des moyens rudimentaires. Donc, en ce qui concerne les conséquences sur le fleuve, nous ne voyons pas assez de conséquences pour le moment, mais il y a des avantages, comme je l'ai dit tout à l'heure là, qui touchent donc le désensablement du fleuve avec des activités qui longent le fleuve et qui provoquent donc le surchargement donc, du fond du fleuve et qui entravent à beaucoup de systèmes, par exemple le transport ou bien les habitats des êtres aquatiques. L'extraction ne se fait pas sur toute l'étendue du fleuve, ça se fait en un endroit donné, donc cela a des impacts. Ça peut provoquer effectivement le mouvement interne des êtres aquatiques, donc ça joue sur l'habitat, mais il nous faut mener une étude pour confirmer si oui ou non cela a un impact sur les habitats aquatiques, sur les êtres aquatiques. Ce travail, bien que lucratif et générateur d'emplois pour les jeunes, est harassant, plein de risques et n'assure pas une longévité de vie exceptionnelle. Les risques, c'est beaucoup. Après ça, tu peux avoir du malade. Si tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu te soignes. Si c'est fini, tu reviens encore, tu commences à travailler. Il y a d'autres parts aussi qui meurent dans l'eau. Si tu ne sais pas nager, tu n'as pas du souffle pour aller pour plonger dans l'eau, tu peux mourir aussi. Bon, effectivement, il existe des dangers. Je crois qu'on peut classer ça en deux catégories. Les conséquences infectieuses, les maladies dues à l'infection. Et puis, il y a d'autres conséquences dues plutôt à la pression de l'eau. Alors, sur le plan des infections, c'est de l'eau sale, qui contient plein de microbes. Et ces agents risquent de créer des infections de l'oreille, ce qu'on appelle des otites externes. Elles sont très fréquentes chez les gens qui nagent en eau sale comme ça. Et également des infections des voies respiratoires supérieures. Les rhinites, les sinusites, c'est très très fréquent. Les gens ne s'en rendent pas compte, ils ont ça, ils traitent ça avec le tabac traditionnel, mais ça ne fait qu'un cercle vicieux. Plus on descend, plus la pression augmente. Cette pression joue sur les tympans. Et il manque d'oxygène également, s'il reste longtemps, on appelle ça une hypoxie. Donc le cerveau souffre du manque d'oxygène. Et c'est ce qui ressort, ils sont plus ou moins sonnés, plus ou moins irritables. Ce sont les effets de l'hypoxie, le manque d'oxygène. Ça, ce sont les conséquences, les complications dues à la pression. Tu essaies de prendre les petites feuilles ou des comprimés là, tu vas fatiguer. Quand tu travailles beaucoup, il faut avoir beaucoup mangé. Il faut trop manger. Si tu manges beaucoup, tu trouves de l'énergie. Au lieu de prendre les comprimés ou des feuilles. Vous savez, l'organisme est bien fait. On a des systèmes d'alarme qui nous disent attention, au-delà de ça, il y a danger. Et malheureusement, sous l'effet de ces amphétamines ou autres, ils se sentent des super-hommes. Ils n'ont plus la notion du danger. Alors ils plongent, ils restent plus longtemps que possible. Ils descendent tellement bas qu'ils oublient. Alors là, l'hypoxie, le cerveau commence à souffrir, et ils peuvent mourir noyés comme ça. Mais c'est surtout qu'ils n'ont plus de repères. Sous l'effet des amphétamines, ils n'ont plus de repères, alors ils savent plus. Ils dépassent, ils vont de là. Effectivement, il n'y a pas de saut métier. Chacun gagne sa vie comme il le peut. Je les encourage à faire ce travail. Mais s'ils pouvaient se faire suivre en cas de problème respiratoire, problème auditif, qui se rapprochent des centres spécialisés, pour se faire suivre, ne pas attendre que la maladie évolue trop loin et qu'ils aient des complications. Voilà. Donc j'attire leur attention, c'est leur santé, qu'ils ont des problèmes d'audition, problèmes de respiratoire, qui viennent vers un centre. Et nous, on va les examiner et faire le nécessaire. Pas de regroupement associatif instruit par les mésaventures du passé. Depuis 1990, la mairie de la ville de Bangui ne reçoit aucune taxe de leur part. Il y avait un père ici qu'on a mis comme le président de l'association. Pendant la saison sèche, on a commencé très bon. En allant jusqu'aux saisons de pluie, les gens commencent à bouder. Donc ils savent dans la tête qu'il y a l'argent là-bas, là. C'est le père là qui bouffe. Bon, il commence à bouder, à menacer, à faire tapage. Le père s'est énervé, il s'est allé retirer l'argent pour venir partager à tous ceux qui sont dans l'association. Mais à part de ça, là, l'association a été disparue. Malgré toutes les difficultés, André et ses amis gardent espoir
en l'avenir de la République centrafricaine. À travers leur quotidien, ils veulent œuvrer pour la paix et la réconciliation de leur patrie. Bon, je demande à tous les jeunes qui ont toujours l'habitude de passer derrière les gens, les politiciens, pour prendre les armes, pour faire tuer, pour s'entretuer entre eux, pour rien là. De venir chercher à débrouiller, à travailler pour avoir quand même de l'argent. Au lieu de te mettre aujourd'hui pour passer derrière un politicien qui te demande, bon, prends l'arme là, tu vas là-bas, tu tues ces gens-là. Alors que les gens qui tuent, tu vas les tuer là, c'est son frère. C'est des frères. Tu vas là, tu le tues pour rien. Qu'est-ce que tu vas prendre? Alors que si tu viens, tu travailles, de l'argent. Tu trouves l'argent. L'argent là, c'est pour toi. Tout ce que tu veux faire avec l'argent là, tu vas faire avec ça là. L'idée de braquage, de tuerie, de vandalisme, de crimes. Voilà, ça là, c'est pas bon. Demande à ces gens là de cesser de faire ce banditisme là. De venir nous trouver ici au bord de l'eau. Là où on fait sortir le sable. Qui viennent se débrouiller avec nous. Et si on n'embauche pas les gens avec une carte, tu viens seulement, on te prend, on commence à prendre, à faire sortir le sable, à faire creuser le sable pour mettre dans la pirogue, pour venir décharger, puis vendre. Si tu vends, si vous êtes au nombre de 3, vous partagez l'argent là, égal. Même si c'est 10 francs. Vous allez faire tout pour acheter quelque chose pour manger avec. Les projets que le ministère de l'Environnement a pour remédier aux conséquences donc, de cette exploitation, c'est qu'il y a l'aménagement des berges du fleuve Ubangui, qui est un projet qui a été préparé et soumis donc, à l'appréciation des bailleurs. Le ministère de l'Environnement a besoin d'appui des partenaires donc, pour assainir, parce que l'un des projets, c'est un grand projet de désensablement du fleuve Ubangui. Et en ce qui concerne d'autres activités pour préoccuper les jeunes, puisque l'exploitation pourra être industrielle, on va recruter. La machine travaille beaucoup plus à la place de l'homme. Et comme l'environnement est transversal, on va essayer de créer un comité de réflexion avec les différentes parties prenantes, avec les différents secteurs ministériels, pour voir dans quelles conditions on pourra donc préoccuper ces jeunes-là pour qu'ils ne puissent pas donc être désœuvrés et repartir dans le banditisme. Donc ça nous préoccupe tous et puis ça nous interpelle pour qu'on puisse donc penser à cela quand le projet de désensablement sur le plan industriel aura lieu. Le monde est changeant. La République centrafricaine est appelée à se développer et quand le pays commencera donc à se développer sur le plan moderne, normalement il y aura des activités qui seront des activités industrielles et qui vont empêcher à ces jeunes-là de continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Donc, nous les exhortons à réfléchir s'il y a des actions ou des activités sur lesquelles ils peuvent donc penser dans l'avenir, qui viennent vers le ministère de l'Environnement, qui discutent avec le ministère de l'Environnement. Mais entre-temps, le ministère de l'Environnement pourra mettre en place une équipe pour aller vers donc, ces jeunes-là, essayer de discuter avec eux en amont, pour que d'ici demain, ils ne puissent pas être donc surpris, puisque quand l'aménagement commencera, quand le désensablement sur le plan industriel va commencer, certainement il y aura des réglementations que l'État va donc brandir et je demande à tout un chacun de rester calme et puis de jouer au partenariat avec le ministère de l'Environnement pour que sur le plan consensuel, on puisse donc trouver une solution concertée.